Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10. On revient comme d'habitude et on démarre tout de suite. Nous sommes le lundi 29 août 2022. Il y a à peine 3 jours, le tribunal administratif de Basse-Terre annulait la suspension de Madame B, agent hospitalier au CHU de Pointe-à-Pitre. Depuis le 15 janvier, cette dernière était privée de salaire, tout comme les agents affiliés à l'UTS-UGTG qui sont mobilisés depuis plus de 10 mois maintenant. La justice demande donc sa réintégration et le versement rétroactif des rémunérations dues. Une décision qui devrait être généralisée selon le syndicat qui tenait une conférence de presse sur le BIC à résistance ce matin. Le reportage d'Olivier Félix. Une décision aujourd'hui là, qui a totalement raison dans ça nous a dit depuis plus de 10 mois au CHU. Ça avocat nous a dit depuis 10 mois au CHU. Ça nous tout a dit par plusieurs décisions de justice, plusieurs procédures que nous avons engagées, qui a le PSM, qui a le CHBT, qui a le PCBLO, qui a dans le secteur privé, qui a dit effectivement qu'ils font sauvagerie sur les personnels concernant les procédures de suspension, mais également les conséquences de suspension à via mon. Donc, à tout moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc, la porte ouverte, encore une fois, pour la négociation, en tout cas, c'est qui a concerné nous. Nous avons dit qu'il faut exécuter immédiatement ces décisions-là pour tous les personnels concernés au CHU qui paraissent recevoir décision de suspension, bien évidemment, et qui, deuxièmement, qui toutes les décisions qui ont été pétinées par via avocat en nous, c'est des décisions qui sont autoactives. Nous avons exigé également que les négociations ouvertes pour tout restant monde qui est concerné par l'obligation vaccinale. Parce que pas comprendre que vous résout le problème CHU et pour piquer en pierre, non. Nous, un mouvement, avec un collectif, qui a concerné des centaines, des dizaines de milliers de salariés, je dis là qui suspendu, mais qui ont aussi de suspension aussi parce qu'il n'y a pas un schéma vaccinal complet. Donc ça veut dire quoi? Nous avons une véritable négociation avec l'État. Et c'est pour ça que nous avons interpellé. Nous, j'ai interpellé dans l'ARS pour dire voilà une décision qui a bonne raison, malgré tout ça, je veux penser. Voilà une décision qui permet également de régler le problème de soins en Guadeloupe, qui sont en fait, dans quelles conditions nous avons exécuté. S'agissant des salaires, s'agissant de la réintégration, mais s'agissant également de l'indemnisation pour le préjudice qu'elle nous subit, parce que le préjudice, il faut payer aussi. Tout ça, nous réclamons CHU, par exemple, 50 000 € par mois. L'ARS, il y avait la sécurité sociale qui a géré ça et puis l'ordre des infirmiers. Or, il n'y a pas de décision qui était arbitraire. L'ARS n'a pas la sécurité sociale l'ordre de ne pas payer nous et si nous avons fait. Il y a une équipe décidé qu'il a tiré nous dans la circulation des soins. Donc nous, là nous tenons ça Gabi a dit par rapport à personnel là, parce qu'il y a un directeur, il y a un travail, il y a un mois, il y a touché, il y a un salaire qu'il y a touché régulièrement. Alors que nous, système de paiement, nous, c'est en fonction du nombre d'impatients que nous avons. Donc là, on va supprimer nous déjà, ou supprimer nous le travail là, ça. Mais en attendant, ces malades-là, pour ne pas rester tout seul, ils sont obligés pour notre monde. Ça, tout à fait normal. Donc là, ils pensent que ça, nous n'ayons. Même si on reprend nous demain, mais nous avons commencé à zéro. Nous allons commencer là, du bout de la attendre qu'il y ait un malade qui a commencé. Nous allons commencer par un malade, des malades. Alors que 20 ans que nous travaillons à domicile, nous avons en patientèle, il a créé ça, nous avons un certain nombre de patients, et voilà que nous perdons tout pour tout. Donc ça aussi, c'est des dommages et des préjudices causés qu'il faut qu'ils remboursent nous et comment ils ont calculé. Et notez que le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé qu'une reprise épidémique aura lieu en automne prochain. De fait, la campagne de vaccination reprendra avec effectivement les 4e et 5e doses normalement qui sont prévues. Et on se rend à l'Université des Antilles pour la rentrée des personnels de l'académie, l'occasion de fixer les objectifs pédagogiques pour cette année 2022-2023. Le rectorat entend optimiser les apprentissages, développer les activités physiques et diminuer le décrochage scolaire sur une île qui se vide. Tout comme la démographie, les effectifs sont en baisse avec 700 élèves de moins dans le premier degré et 889 dans le second. Le reportage.
Alors, la rentrée scolaire est toujours un moment très fort et c'est évidemment important de pouvoir recevoir en 3 réunions successives, plus une demain dans les îles du Nord, de recevoir l'ensemble des cadres de l'académie et les personnels du rectorat pour évidemment fixer les enjeux de l'année et préciser aussi toutes les nouveautés qui s'annoncent pour cette nouvelle année scolaire. Alors, une année scolaire qui sera dans la continuité de ce que nous faisons habituellement, avec un intérêt tout particulier pour l'accompagnement renforcé des élèves dans le cadre d'un partenariat continu, intensif, avec tous les acteurs de terrain, à savoir les partenaires sociaux, les partenaires éducatifs, avec aussi, comme l'a dit Madame la rectrice, la nécessité de tout mettre en œuvre pour optimiser les enseignements et les apprentissages de nos élèves, en les accompagnant aussi pour limiter tous les risques de décrochage scolaire. En prévision, en effet, moins 700 élèves attendus dans le premier degré et une diminution prévisible de 889 élèves dans le second degré. Cela, la démographie scolaire reflète en fait la démographie générale de la Guadeloupe qui perd des habitants. Oui. Évidemment, il y a toute une série dans ce cadre, mais par exemple, ça va être la généralisation de l'activité physique quotidienne dans le premier degré, 30 minutes par jour. Nous avons aussi les maths qui se rajoutent dans le tronc commun, comme cela a déjà été annoncé. C'est l'organisation de concertation dans les écoles et établissements volontaires. C'est la généralisation du programme phare également. Ça, c'est dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le harcèlement. C'est aussi le livret du parcours inclusif pour accompagner l'ensemble des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce sont quelques exemples de ces nouveautés. Et la rentrée des petits, c'est pour ce jeudi. Dans 3 jours, les écoles primaires accueilleront les enfants. Alors ça se bouscule dans les établissements de l'archipel. À Sainte-Anne, on entame les derniers travaux de peinture, de réparation, d'entretien et de nettoyage pour être opérationnels. Le reportage de Michel Depape. Un parcours puisque nous faisons un petit peu toutes les écoles pour savoir un petit peu où on en est avec les travaux. Nous sommes aujourd'hui à l'école de Saint-Protais. Vous voyez bien que nous avons les travaux de peinture puisque toute la peinture a été refaite dans cette école et par nos agents en interne vraiment. Et nous sommes allés aussi à l'école de Douville où on a refait un petit peu le réfectoire et puis on a changé les clayettes. Donc vous comprenez bien que nous avons quand même pour 1 million de travaux sur les écoles cette année-ci. Nous avons quand même près de 1600 élèves scolarisés sur Sainte-Anne. Mais voilà, donc les travaux avancent et nous mettons le paquet pour que tout soit fait avant la rentrée. Et puis je voudrais profiter pour saluer tous ces agents qui sont là, qui s'y mettent aussi pour que tout soit bien fait, pour que les enfants entrent à l'école vraiment jeudi. Concernant le réfectoire, nous avons eu des travaux d'étanchéité et des travaux de peinture, bien sûr, qui ont suivi, mais aussi des travaux au niveau des clayettes. C'est vrai que tout n'est pas terminé, donc c'est pour ça que nous voulons dire aux parents que la restauration scolaire ne se fera qu'à partir de lundi. On a eu la belle surprise d'avoir des nouvelles clayettes dans 2 salles de classe, en classe de PSMS et en classe de grande section. Alors un bien-être absolu puisque nous allons pouvoir ouvrir toutes les jalousies et travailler à la lumière du jour. Il reste encore une classe et la salle de motricité, le dortoir. Il faudrait aussi changer les clayettes et tout le ménage à faire. Mais bon, on espère y arriver pour jeudi. Nous sommes actuellement à l'école de Bourifax. Nous sommes venus ici pour effectivement vérifier et regarder un petit peu ce qui concerne la citerne. Donc il y a une citerne qui a été posée, qui sera opérationnelle, puisque là nous attendons vraiment le contrôle pour la potabilité, mais elle sera opérationnelle pour la rentrée. Il faut savoir que toutes nos écoles sont actuellement équipées d'une citerne. Toutes les écoles de Sainte-Anne sont équipées d'une citerne. Et tout ça, c'est pour vous dire que l'éducation a été notre priorité depuis 2014. Et c'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir équiper les écoles de citerne, mettre le matériel qu'il faut, faire les réparations, faire les modifications. Et là, aujourd'hui, nous avons fait la tournée, effectivement, pour vérifier si tout va bien. Et nous voyons bien que tout se passe bien. Les agents sont là, les agents sont opérationnels pour que la rentrée se fasse bien jeudi. La crèche est fermée en ce moment, donc il y a des travaux importants qui seront réalisés prochainement et nous avons prévu une réouverture pour le mois de novembre. Nous avons ce timing et nous espérons que l'entreprise qui est en charge va tenir ce timing pour que nous puissions effectivement accueillir les enfants dans cette crèche bien rénovée, bien réparée pour le mois de novembre.
Et en parlant de la rentrée, parlons d'histoire qui devrait être enseignée à l'école, comme celle de Charlotte, une esclave rebelle qui a fini guillotinée. En attendant la revue des programmes, l'association Bitation Poyen-Belbeau de Petit Canal organisait une journée autour de cette ancêtre guerrière qui a marqué cette plantation et son temps. Le reste en images. Nous sommes venus là pour nous commémorer une esclave que nous trouvons c'est Charlotte qui travaille à Habitation Poyen. Ben, je dis là, nous avons proposé une marche à l'honneur de Charlotte. Et après marche là, nous faisons un tirage au sort pour ces mouna. Et ensuite, après, nous des circuits. Un circuit pour nous parler des cycles qu'ils ont fait à Poyen. Et puis aussi, deuxième circuit là, nous avons parlé de l'eau qui n'y a pas rien. Alors, allant de l'eau, nous ni ravine là, nous ni barrage là, nous ni puits, nous ni source, nous ni citerne, nous ni tout ça dans ces vestiges là. La ville de Petit Canal attache une importance toute particulière à la culture et au patrimoine. Notre direction culturelle attache une importance surtout à la valorisation du patrimoine. Parce que Petit Canal, c'est la ville carrefour de l'histoire de la Guadeloupe. Après ces circuits-là, nous avons parlé de Charlotte. Nous, historiens qui trouvaient des mots, qui trouvaient vécu réalité à Charlotte ici dedans. Et c'est de ça que nous avons parlé entre 11h30 jusqu'à midi et demi. Après ça, ni repas, on repas. Et après repas là, nous avons fait une compétition à Chaillé-Citet. Alors, nous avons Chaillé-Citet et vers Tré, et vers Sceaux, et vers Prunier. Tout à l'heure, il y a une conférence sur la journée, notamment sur Charlotte, qui était une esclave qu'on a guillotinée, vous savez ça. Donc c'est monsieur l'historien qui va vous parler de tout cela. Moi, je ne fais qu'effleurer pour ne pas prendre sa mission en main. Fait-nous connaître passé, nous, pour nous connaître l'avenir en nous, pour nous savoir quand nous avons fait l'avenir en nous. Mais par contre, Charlotte, franchement, là, vous raconter nous histoire. Là, vous nous apprendre l'histoire à Charlotte. Charlotte, c'est vraiment une femme combattant, une femme guerrière. Et encore reconnaître des Guadeloupéennes dans Charlotte. Et n'hésitez pas à vous rapprocher justement de l'association Bitation Poyen-Belbeau pour en savoir plus sur cette esclave Charlotte. Enfin, femme réduite en esclavage, précisément. Parlons maintenant de Kenny Piprol, qui lui élargit son équipe pour la route du Rhum et signe un partenariat avec la municipalité de Morne-à-l'Eau. La collectivité s'engage aux côtés du skipper et l'aide pour cette nouvelle transatlantique. En échange, il devra intervenir auprès des jeunes publics de sa ville. Le reportage de Stanley Manicor. Naturel, et je crois que pour nous c'est même un devoir que d'accompagner un jeune mornalien dans cette aventure. Donc il nous a bien précisé que le départ se fera le 6 novembre et que la ville sera à ses côtés. Donc nous le recevons ce matin pour lui dire combien nous sommes heureux qu'il représente dans cette belle compétition la Guadeloupe en général, mais Morne-à-l'Eau en particulier. Donc c'est tout naturellement que les Mornaliens seront là pour suivre son parcours et lui souhaiter bonne chance et espérer beaucoup qu'il gagne cette course, qu'il se place bien, quoi. J'ai la chance d'être reconnu comme tel par la ville de Morne-à-l'Eau et je trouve ça cohérent, voilà, qui me soutiennent. C'est toujours cette démarche que j'ai eue, c'est du donnant-donnant. Donc moi aussi, je me tiens disponible, en tout cas, à échanger avec des jeunes, en tout cas à promouvoir la destination Guadeloupe et la ville de Morne-à-l'Eau. Voilà, parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris pas à naviguer, mais en tout cas à flotter, en tout cas comme j'ai fait pas mal de kayak à Vieux-Bourg. Je suis originaire de Vieux-Bourg et voilà, je remercie la ville de Morne-à-l'Eau de m'accompagner pour ce nouveau challenge. Vous comprenez pourquoi c'est exceptionnel pour nous.
un jeune monalien qui, à Vieux-Bourg, a commencé, comme tous les jeunes, à se baigner dans la source qu'on appelle la source, la piscine. Ensuite, a pris le canot peut-être de son grand-père, qui était marin-pêcheur. Et puis, soudainement, s'est découvert une vocation de marin. Et puis, aujourd'hui, il traverse l'Atlantique. Donc, vous comprenez bien que c'est un exemple pour nous, et c'est dire aussi qu'il n'y a pas de choses impossibles. Impossible n'existe pas. En fait, un bateau comme ça coûte 850 000 euros. Donc déjà, il faut financer le bateau. Et puis ensuite, il faut avoir un budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement est un peu plus de 300 000 euros par an. Donc ça comprend l'assurance, les inscriptions en course, beaucoup de choses qui sont autour du projet. Et donc c'est vrai que si on ne réunit pas ce budget-là, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, je serai au départ de la Route du Rhum. Je n'ai pas réuni mon budget qui est de plus de 300 000 euros. Je suis à beaucoup moins que ça. Mais aujourd'hui, j'ai les ressources pour pouvoir prendre le départ de la Route du Rhum. Donc voilà, je prendrai le départ coûte que coûte. Mais c'est sûr que voilà, si j'avais 80 000 euros en plus, ce serait bienvenu. Il a encore quelques jours pour les débloquer. Kenny Livez, champion du monde junior de judo, lui souhaite développer la discipline en local. Après sa démonstration de force et de technique chez les moins de 100 kg, le Guadeloupéen met son énergie au service des jeunes. Une casquette de sensei qui lui va très bien. Le reportage. Voulu faire cette transition avec Kenny, c'est-à-dire que Kenny, qui vient d'être champion du monde, mais qui est issu de notre club, puisse revenir de manière à transmettre, apporter aux élèves du crèche qui sont en devenir un certain nombre d'apports et pour permettre aussi aux entraîneurs du crèche de faire cette mutualisation pour que nous puissions rendre encore plus performant notre judo. Volonté, de la rigueur et beaucoup de travail. Voilà. Parce que le talent c'est bien, mais il y a très peu de chances qu'on aille loin juste avec le talent. Il faut compenser beaucoup avec le travail et la rigueur. Que Kenny soit champion du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel, sachant que le parcours de Kenny, il a commencé au club du Budokan, ensuite il a intégré le CREJ pour une année, après il a intégré le pôle espoir de Bretigny, il a fait qu'une année aussi, normalement il y passe plusieurs années, et là maintenant il est à l'INSEP. Et il a fait une ascension fulgurante et c'est le futur du judo français, quoi, tout simplement. Je m'entraîne 3 fois par jour et environ 25 heures par semaine et 6 jours sur 7. Donc c'est beaucoup. Le plus compliqué, c'était de rester en forme et d'être patient jusqu'au championnat du monde parce que c'était l'événement phare. Et voilà, quand il était loin dans la saison, il était presque en début de saison prochaine. Donc c'était de rester concentré, d'être constant pendant toute la saison. Je suis super content pour Kenny parce que Kenny, c'est un élève qu'on a eu au Budokan tout jeune. Donc son évolution est exceptionnelle et ça me fait vraiment plaisir parce que de voir des judo un Guadeloupéen arriver à ce haut niveau, c'est vraiment bien. On a eu Ubi Confiac aussi qui a fait champion de France en 2017. Il y a aussi Thomas Jaffard et il y a aussi Cassie Franck-Olivier qui en ce moment, ils sont tous qui évoluent du Budokan, qui évoluent en France. Donc ça fait vraiment plaisir de voir des élèves qu'on a eu dans mon club de cœur quand j'étais plus petit qui arrivent à ce haut niveau. C'était une compète assez particulière parce que je n'avais pas fait de championnat depuis longtemps. Donc je me sentais bien sur la journée, j'étais en forme, j'étais serein, je m'étais très bien préparé et donc je le sentais à l'entraînement et même sur les jours avant quand je suis arrivé en Équateur. Donc je suis très satisfait de moi et je suis content d'offrir cette médaille à ma famille, aux judokas guadeloupéens et même à tous les Guadeloupéens qui me soutiennent. Un reportage signé Livan Duhamel. Et retour maintenant sur la journée d'animation et de loisirs de la Ville des Abîmes. Avec M. Méridan, à la Ville des Abîmes, Cap Excellence, nous avons souhaité mettre en place une animation de quartier. Donc, tout un week-end d'animation et aujourd'hui particulièrement une animation très diverse à l'école de Boivin et où nous avons différents ateliers pour les enfants, pour les adultes et ainsi qu'une course cycliste. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'animer le quartier, de le rendre plus vivant et de permettre à la population de participer activement aux ateliers.
Alors, nous avons divers ateliers. Donc, nous avons un atelier jeux virtuels. De l'immersion dans un monde virtuel. Ça peut être de l'immersion dans un monde virtuel qui représente un monde réel. Donc, on peut par exemple faire de l'immersion sous-marine ou alors on peut jouer à des jeux en réalité virtuelle où on est vraiment immergé dans le jeu, où on est vraiment acteur à la troisième personne du monde numérique. Nous avons un atelier avec des jeux gonflables pour les enfants. Et avec divers jeux aussi qu'ils vont pouvoir utiliser. On a un atelier bien-être. Sous cet atelier bien-être, on a des bains de pieds traditionnels. On a des modelages des jambes et de la nuque. Et nous avons aussi une nutritionniste qui est sur place et qui est spécifique pour les enfants, donc en situation d'obésité ou en surpoids. Participer à une petite course, c'est une course organisée, je pense, par la mairie pour la fête communale. Donc on est venu pour s'amuser, quoi. On n'a pas trop d'entraînement vu que la saison a été écourtée avec le Covid. Donc on vient vraiment pour s'amuser, quoi. Je suis venu déjà voir le Tour de la Guadeloupe et puis voilà, je voulais faire un cyclo, participer à quelque chose de la Guadeloupe, parce qu'avant ils faisaient la guadeloupéenne, mais maintenant je pense qu'ils ne le font plus. Et puis, je pense que rouler avec les jeunes Guadeloupéens, ça va me donner quelque chose, m'apporter un petit plus. Et après avoir privatisé le centre-ville de Moule, eh bien les amateurs de karting ont couru ce dimanche au cœur de Basse-Terre. Un nouveau circuit encore plus technique, de quoi ravir les compétiteurs. Et au-delà des sensations, on n'oublie pas le village de prévention de la sécurité routière. Le reportage d'Olivier Félix. De faire un événement sur une journée, et c'est vrai, c'est le sport mécanique qui a été roi cet après-midi avec le karting. Et je crois, félicitations pour nous, félicitations pour monsieur le maire et sa majorité, effectivement, on est très satisfait du déroulement de la journée. Une belle victoire, c'était pas simple quand même parce que le circuit était très difficile, très technique. Et je suis content, c'est une belle victoire quand même. La machine elle a bien fonctionné, c'est surtout physiquement que j'ai beaucoup souffert. Donc c'est pour ça que je me retrouve à la 3e place aujourd'hui, mais sinon le kart en lui-même, il a bien fonctionné, j'ai pas de soucis avec lui. On m'avait dit qu'au karting ils donnent pas de cadeaux et ils sont assez sportifs, du coup j'avais beaucoup d'appréhension, mais au final je finis cette course indemne et entière, donc ça va. Belle manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, c'était pas facile à mettre en place, une très grosse logistique, un public bastérien qu'il fallait vraiment canaliser parce qu'ils étaient heureux de revoir le kart à Basse-Terre après plus de 30 ans de nos manifestations chez eux. Et aujourd'hui, oui, je pense que moi ainsi que l'équipe de l'ASK Guadeloupe Kart, oui, nous sommes soulagés, heureux et franchement, j'espère que la ville de Basse-Terre nous remettra sa confiance pour l'année prochaine afin de renouveler cette manifestation. Oui, que ce soit l'événement, pas obligatoirement le sport mécanique, mais je crois que ce soit l'événement que nous essayons de mettre sur la ville de Basse-Terre, on essaie toujours d'associer tout ce qui est prévention routière, parce qu'effectivement on se rend compte que plus on en fait, moins les gens sont à l'écoute, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer et on ira jusqu'au bout de ce que nous voulons réussir. Peut-être moins d'accidents certes, mais je crois qu'il ne faudrait pas lâcher prise et que nous puissions toujours continuer, que ce soit l'événement, de placer la prévention routière en premier lieu. Déjà, on était déjà présent sur le Tour de Guadeloupe, et puis plus que les manifestations sportives sur lesquelles on sera présent, je dirais qu'on sera présent partout. On a eu des réunions avec les restaurateurs pour être présents dans les restaurants, à travers des fêtes de table, à travers des animations lorsqu'il y a des grandes soirées. On sera présent également dans les discothèques. Voilà. Et puis on sera présent également avec le monde de la santé, avec lequel on a des réunions pour mieux accompagner les blessés, mieux communiquer sur les blessés, mieux communiquer sur les risques de la route. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous.
À venir sur Canal 10, la suite du programme et avant la coupure publicitaire. Alors, je dis bonjour, bonsoir à Patrice Mathurin, félicité à Fabienne Médard, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir et bisous à Maggie Delaney, bonsoir à Jacqueline Arendel, à Joël Bazit, à Ampassav Mako, à Litou Solo Squad, bonsoir à Georges Messager, à Kameteka K, bonsoir à Rudy Karen, bonsoir à Mouton Lucide, à Jimmy Kamagouva-Aliar, j'espère que tu vas bien Jimmy. Bonsoir à Lina White, à Julie Noglotte, bonsoir à Elisa Davillé, bonsoir à Agnès Bolmain, à Jocelyne Tessonneau, bonsoir à qui d'autre, à Guadeloupe Madras, à Liliane PB, à Wilma Blondeau, bonsoir à qui d'autre, à Pierre Archimède, je vois que toute la team des infos est de retour, oui on est reparti pour une année, je pense que vous savez que quand même ça va être assez agité, hein. On aura une inflation monstre sous fond de guerre en Ukraine qui ne va pas s'arrêter visiblement dans les prochains jours. Les prévisions sont assez mauvaises, hein. Heureusement que nous, ici en Guadeloupe, on est un peu préservé. On n'aura pas la période hivernale et un besoin très pressant en énergie électrique. Mais effectivement, au national, ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage. Apparemment, les factures d'électricité vont être multipliées par, a priori, 10, puisque le prix du mégawatt a été multiplié par 10. Il est passé de 85 € à 1000 €. On est même à plus de fois 10, hein, n'est-ce pas? Donc, ça va être très compliqué. Les négociations bloquent de toute façon avec la Russie sur l'approvisionnement en gaz. La France eh bien, suit l'Europe, n'est-ce pas? Et donc, ça va être très compliqué la fin d'année. On ne va pas se mentir, ça va être très compliqué. On va parler des mesures, il faudra qu'on en parle, des mesures qui seront prises par le gouvernement pour essayer un peu de limiter la casse. Mais bon, ça va pas suffire, a priori, dans tous les cas. En tout cas, bonsoir à Étienne Dolinos, bonsoir à Mouton Lucide, bonsoir à qui d'autre, à Philoche Mylène, bonsoir. Oui, on a vu l'histoire de l'avocat. C'est la saison et certains ne savent pas quoi en faire, visiblement. Et après, ont besoin d'aide. Bonsoir à qui d'autre. Bonsoir, je pense que ce sera tout, puisque sinon je vais commencer à lire vos commentaires explosés de rire. Oui, j'ai un petit peu changé vite fait, mais ça, c'est que l'année, elle va être compliquée, hein. On fait des efforts pour le début et après, on verra comment ça se passe. Bisous tout le monde, allez.